Alors maintenant, j'en viens à des concepts indispensables, c'est-à-dire les externalités, le complexe. Et là, je vais vous lire une petite fable. Donc, un paysan et ses enfants vivaient heureux en Normandie. Vergers et vaches dans leurs champs leur procuraient de quoi gagner une honnête et paisible vie. En plein milieu, une colline abritait depuis toujours le rucher d'une propriété voisine. L'étrange enclave ne gâtait rien, leur maison étant installée au loin, et la quarantaine d'essaims menait la ronde du sainfoin, des pommiers et des tournesols, sans que quiconque y vît du vol. C'est qu'en septembre, le maître des abeilles ne manquait jamais sa visite pour offrir à son riverain des gaufres sortis des rayons et un pot de gelée royale. Il recevait, sans qu'il en eût fait réquisite, du calva vieilli au mérin, des framboises plein les corbeilles, et le dîner surtout qu'on marquait au crayon, pour donner à l'année ses étoiles. Le paysan mourut trop tôt. Trop tôt n'est pas ici une formule, il n'avait pas encore préparé sa retraite. Il fallut lui trouver un émule pour les travaux des champs. Sa veuve était forfaite. Le cadet et la fille, aucun d'eux n'était chaud. On se rappela que l'aîné, diplômé en économie, ne détestait pas la campagne. En un rien de temps, il est nommé gérant de l'exploitation, la viresse s'il vous plaît, car c'est bien en pays de cocagne, qui requiert de la majesté, que notre jeune gestionnaire, débarqué tout frais de la ville, entend mener révolution dans les méthodes et au civil. Le voilà aussitôt plongé dans les maigres livres de comptes de feu son père. Il multiplie les questionnaires, convoque tous ses fournisseurs. Quand il est créancier, les harcèle, mégote sans fin sur les dettes. Sa mère, sa sœur ont un peu honte, mais comment résister à cet assainisseur qui vérifie chaque parcelle et se rit des histoires à fadettes? Il découvre enfin le ruchier, lui qui n'était jamais sorti plus loin que son nez à la ferme. Cette enclave, ma sœur, depuis quand et pourquoi? Ne faut-il pas y mettre un terme? À moins qu'elle puisse être amortie, voyons comment la faire rentrer dans un bilan qui ne peut aller de guingois. Sa famille essaie de lui rappeler que l'apiculteur attenant est utile et loyal aujourd'hui comme hier. Rien n'y fait, pas même le souvenir du père. Notre nouvel entrepreneur brandit une table d'intrants. De l'argument, il est tout fier. Je paye, moi, tout ce qui rentre dans mes produits, semences, engrais, maïs, granulés pour mon lait. Ou bien je le tire de mes champs. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, d'où vient le miel que ces insectes font dans ces ruches? Pas de leur antre, pas de ce petit hectare où loge leur secte, mais bien de mes champs, de mes fleurs. Il lui faut me payer fermage sur le nectar qu'elle collecte, et si un tiers ne lui va pas, nous choisirons le métayage. Notre malin, ayant rôdé sur ses parents ce percutant argumentaire, fait appeler l'apiculteur. Un prélude jovial, encore qu'embarrassé, a tôt fait de le conduire là où il est en venir. Au papier qu'il a préparé, il ajoute son commentaire. Les bons comptes font les amis. Pour nous prémunir du malheur, mettons les formes d'un contrat dûment signé des deux côtés. Vos abeilles pourront butiner sur mes champs, à loisir, mais aussi en exclusivité. Il n'y aura point de dédit, vous me verserez tous les ans une part de vos gains. Cela démontrera que nous savons tenir nos comptes et que le foin de vos abeilles est garanti. Le maître des abeilles n'a rien laissé paraître. Il se garde de protester. Simplement, il veut le contrat pour pouvoir mieux l'examiner. Rendez-vous le lendemain est pris. L'industrieux paysan se frotte déjà les mains de ce gain quasiment certain. Mon père était trop lent de sang. Il n'avait pas assez appris les règles de l'économie. Songe-t-il sans apercevoir le large sourire du voisin. La nuit porte conseil. Il a fait son chemin. Il est d'accord pour un contrat. Mais pour ne pas décevoir les parties, vous comme moi, ne faut-il pas tout mesurer? J'en conviens, fait l'autre surpris, s'attendant à voir le litige s'attacher à de l'arpentage. Vous avez fort bien raisonné en comptant à votre avantage les arbres, les fleurs et les prés dont le nectar sur les tiges nourrit les insectes ailés. J'en paierai donc tout net le prix, sans chipoter sur vos calculs. Mais un compte plus juste exige que le travail de mes abeilles, pollinisant sans s'arrêter, soit ajouté à la corbeille. Sans ces petits animalcules, adieu sainfoin, luzerne, tournesol, pommier, poirier, tilleul et mille choses, vaches, les beurres et autres causes, devraient figurer dans la liste. Ne sont-ils pas de vos gains la boussole? La divagation de mes abeilles est sans prix. Mais je ne veux pas de querelle. Un bon tiers de votre revenu total fera très bien la rue Michel. Je vous fais grâce des pétales, des essences sauvages. Signons-nous ce nouveau contrat, j'y suis prêt. Je puis vous régler en liquide. Pour votre part, ne soyez pas timide. J'accepterai une hypothèque bien volontiers sur le domaine. Trinquons à ces prolégomènes. Croyez-vous qu'en bibliothèque, l'un des deux contrats fut complis? À réflexion, fit l'apprenti, penaud, tout bénèze et confus, revenons à notre eau de vie et à nos petits pots rituels.
Ne cherchons pas à mettre un prix sur tout ce qui est hors de prix, fit l'apiculteur spirituel. Depuis leur voisinage ne connaît plus de nuages. Dans la société des humains, les fourmis comme les cigales aux abeilles font de l'ombrage, ainsi qu'à leurs petites mains. Dans les fables de l'économie, seules les fourmis travaillent, les cigales sont vues en reines des fringales, elles servent d'épouvantail et de patron à nos envies. Leur morale nous dit qu'on ne peut consommer que ce qu'on a tout d'abord épargné. Les abeilles ne vaudraient que leur cire et leur miel. Quant au pollen, qu'en se nourrissant elles sèment, il ne produirait rien que les fientes du ciel. Nous l'avons vu, c'est à suivre cette leçon que notre paysan fut pris. Combien de doctes hameçons ont ainsi ravagé la ruchée de la vie, jetant sur ces nomades l'anathème. La fable du sieur Mandeville ne dissipa point ce gâchis. Semer le pollen fut confondu par lui avec une invisible main. Beaucoup de bruit pour rien. Il suffit de rendre aux abeilles ce que fourmis et cigales leur dérobèrent dans nos têtes, pour qu'on retrouve les merveilles du monde et son activité subtile. Alors, si on traduit très techniquement, ça veut dire qu'au fond, on a des équilibres de Nash et qu'il vaut mieux ne pas se risquer à, quand on a dans des équilibres traditionnels qui incorporent un savoir très complexe, rentrer là-dedans avec la foi du charbonnier et l'économétrie classique des économistes, ça peut donner des véritables désastres. Vous voyez qu'une des idées qu'on avait là, c'était dans la fable, c'est que en réalité, le produit du paysan inclut, pour une partie considérable, des externalités. C'est-à-dire que chaque fois que le paysan pense qu'il a fait quelque chose, qu'il a produit quelque chose tout seul, avec ses intrants, son engrais, tout ce qu'il a acheté sur le marché, la terre qui est à lui, en fait il incorpore des choses. Alors nous savons qu'il incorpore de l'énergie solaire, ça nous le savons, des réactions, etc. Mais il incorpore aussi de l'activité, et de l'activité dite naturelle, et on s'aperçoit en fait qu'elle n'est pas si naturelle que ça, puisque les abeilles sont atteintes d'un syndrome d'effondrement qui est extrêmement préoccupant en ce moment.